Alors ma stratégie, elle était, premièrement, le début de la stratégie, c'était la patience. Le début de la stratégie, c'était de faire un compromis sur le mode de vie. Pas du tout je dirais pas de faire de sacrifices, mais de compromis. C'est-à-dire que c'était très clair. On s'était dit, dans 2 ans, on achète notre premier condo, et puis dans ce condo, c'est pour nous, c'est vraiment pour pouvoir y vivre. Une fois qu'on fait ça, eh bien en fait, on va faire des acquisitions successives assez rapidement. Donc on se met dedans, on se lance. Nous, on habite dedans. Et ensuite, on fait vraiment de l'investissement immobilier, mais plus pour pouvoir avoir des biens pour locatifs, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, la suite, c'est de continuer, en fait. Parce que même lorsque j'ai commencé, je me disais, peut-être on arrivera un jour à acheter un triplex ou un quadruplex. Donc, même mon ambition, ma vision de ce qui était encore possible, elle était limitée. Et puis, je me revois encore un jour dire, si un jour je pouvais avoir X portes, ce serait extraordinaire. Sauf que finalement, c'était rien. Ce que je pensais être le maximum, c'est rien de ce qui est possible de faire. Et donc, quand je te disais que petit à petit, mes pas, je les vois plus grands, c'est aussi par rapport à mes investissements. Je me dis, ah oui, le prochain investissement, ça pourrait être X portes, rentable, etc., etc. Donc, j'ai commencé petit. J'ai pris mon temps et en fait, mes investissements grandissent avec mon état d'esprit aussi. Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 78. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien, merci de demander. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent, mais d'argent d'une façon un peu différente que ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les podcasts sur l'entrepreneuriat, parce qu'on va parler d'un type d'investissement que je trouve personnellement fait peur à plusieurs ou bien n'est pas tant, je veux pas dire accessible, mais c'est pas peut-être le premier choix que quelqu'un va prendre quand il réfléchit à ses actifs, en gros, ou en anglais, on parle de net worth. Alors, moi, je suis une grande... vous connaissez, là, si vous écoutez le podcast, moi, je crois beaucoup dans la diversification des opportunités, la diversification de la richesse aussi, même si... c'est drôle, hein, mais je travaille en positionnement de marque, donc dans tout ce qui est focus et pointu. Mais je pense que quand il est question de créer notre royaume financier ou notre abondance financière, c'est vraiment important de pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et c'est une raison pourquoi moi je trouve ça fascinant de bâtir des différents paniers dans lesquels on peut construire notre capital financier global. Et l'immobilier en est un que je trouve aussi très, très, très intéressant. Moi, j'ai, dans ma vie, fait pour le moment seulement 3 achats immobiliers, mais c'est définitivement une stratégie que je veux avoir dans le futur. Quand mon entreprise va commencer à être beaucoup plus établie, j'ai l'intention d'acheter du bien immobilier. Et en ce moment, j'ai un bien locatif en plus de ma résidence, qui sont tous deux à mon nom. Et selon moi, dans les dernières années, c'est quelque chose qui, je trouve, a été une excellente décision de ma part de m'être lancée dans ce projet-là, dans cette avenue-là. Puis pour la petite histoire, moi, ça fait longtemps dans ma vie que je savais que c'était comme un but, c'était un bucket list que j'avais dans ma vie d'acheter mon condo et je voulais l'acheter aussi avec mon argent sans que ce soit l'argent de mon chum ou mon mari ou mon conjoint. C'était quelque chose que je m'étais mis en tête très, très tôt dans ma vie
probablement même, bon, juste au sortir du secondaire ou même quand j'ai commencé le cégep, je savais que c'était quelque chose qui allait me prouver à moi-même. Et là, je vous épargne toute l'historique familial et le pourquoi du comment. Sachez seulement que dans mon histoire familiale, j'ai vu de prime abord c'était quoi les conséquences de une femme qui n'avait pas d'argent à elle. Et c'était quelque chose que je voulais absolument pas répliquer dans ma vie. Et donc, l'achat immobilier, pour moi, c'était une façon de savoir que peu importe ce qui allait arriver, le toit que j'avais sur ma tête, c'était à moi. Il y avait personne d'autre qui pouvait me l'enlever. C'était ma responsabilité et je l'avais gagné avec mon travail. Donc, je veux juste noter qu'il y avait une dimension aussi psychologique à cet achat-là et que c'était pas simplement, je me suis pas simplement lancée dans l'immobilier. Puis après ça, quand j'ai gardé cet investissement-là, on a acheté une autre résidence pour aller y vivre, puis là, après, c'est devenu un revenu locatif. Mais là, c'est là que ça m'a ouvert un peu la porte, la voie pour la possibilité de augmenter mon capital, justement, de cette façon-là. Et comme vous allez le voir, j'ai invité quelqu'un pour parler de ça avec moi, quelqu'un qui, elle aussi, a utilisé l'immobilier comme levier financier et qui, ça lui a permis aussi de s'ouvrir des portes au niveau, de s'ouvrir une certaine liberté, une certaine aisance pour aller poursuivre d'autres rêves qu'elle avait, dont des rêves entrepreneuriaux. Et je pense que, justement, tu sais, quand on parle d'argent, quand on parle d'investissement, c'est toujours ça le but ultime, c'est comment est-ce que je peux utiliser ces leviers financiers-là pour vivre une vie encore plus à ma convenance, encore plus à mon image. Alors, pour parler du sujet, j'ai invité sur le podcast Joëlle Manlius, que j'ai rencontrée parce qu'elle faisait partie du programme Positionnement Authentique, et puis j'ai vraiment connecté avec sa vibe, avec sa confiance, avec ce qu'elle dégageait. Et Joëlle, elle est accompagnante, elle accompagne les dirigeantes et entrepreneurs aguerris à haut potentiel à se libérer des barrières qu'elles ne peuvent dépasser seules, afin qu'elles puissent devenir des femmes d'impact qu'elles ambitionnent. Alors voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse avec Joëlle. Je vous invite aussi à regarder les 2 épisodes peut-être connexes si vous voulez continuer la réflexion autour du capital financier, mais aussi de ces investissements qu'on fait pour nous-mêmes. C'est l'épisode 50 et 51, si je ne m'abuse, qui sont en 51 et 52, qui sont cultiver ses options dans un monde hyper spécialisé et divulguer son chiffre d'affaires publiquement pour ou contre. Parce que dans ces 2 épisodes-là, je parle aussi un peu de la vision globale du net worth ou du capital d'actifs qu'on peut créer pour nous-mêmes et comment est-ce que l'entreprise s'intègre dans cette grande stratégie qui, au bout du compte, est notre bonheur. Alors, je vous laisse avec l'entrevue avec Joëlle et je vous souhaite une excellente journée. Salut Joëlle, bienvenue sur l'Ambition au féminin. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Je suis contente de t'avoir avec moi. J'entends les petits oiseaux qui chantent malgré tout. Ah oui, malgré tout, je pense qu'ils sont contents sous la pluie, eux, donc on va les laisser chanter pour nous. Oui, ils prennent un petit bain d'eau. Donc, j'aime toujours introduire mes invités avec une petite question, et la question que j'avais pour toi, pour qu'on puisse apprendre à te connaître un peu, puis un peu ta philosophie, c'est quoi ta relation avec l'ambition? Parce que, selon ce que moi, je ressens de toi, t'es quelqu'un qui a une grande confiance et une grande force, puis je me demandais si ça avait toujours été le cas, si t'avais toujours été quelqu'un d'ambitieuse, puis si t'avais toujours assumé ce côté-là de toi. Alors, c'est intéressant cette question parce que bizarrement, je ne me décris jamais comme une personne ambitieuse. Je me décris comme quelqu'un qui est dans l'action, comme quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves, comme quelqu'un qui a envie d'aider les autres et finalement de juste réaliser sa mission. Mais je ne me considère pas comme quelqu'un d'ambitieuse. Et puis, récemment, finalement, j'ai fait un peu cette analyse de l'ambition et puis je me suis dit, si Joëlle, t'es ambitieuse. Tu t'es toujours tournée vers le futur. Tu as tout le temps envie d'aller un pas plus loin, avec patience, bien sûr. Donc, oui, je suis ambitieuse. Je pense qu'avant, ce terme ambitieux, je le voyais d'une façon plutôt plus négative, en fait.
que Mhm. quand on était ambitieux, ben finalement, ça pouvait être au détriment des autres, ça pouvait être une démarche presque égoïste en fait, Mhm. et que finalement la fin pouvait justifier les moyens, chose à laquelle je n'adhère absolument pas. Et puis finalement, ma vision de l'ambition, elle a changé récemment vis-à-vis de moi-même en fait, et je vois ça d'un aspect positif. Alors, est-ce que je me décris comme ambitieuse? Pas encore, mais je pense que ça va arriver. Puis qu'est-ce qui a initié la réflexion de ce côté-là? Parce que j'ai l'impression que historiquement aussi, on est dans un... Tu sais, moi, quand je pense à l'ambition, la définition traditionnelle, on dirait, puis je sais pas pourquoi, mais j'ai comme les années 80 en tête. Tu sais, Exact. où c'était super compétitif, il y avait beaucoup, genre, le tycoon, là, l'idée du tycoon, genre, super gros businessman, qui, tu sais, investit à la bourse, tu sais, il y a je sais pas, là, un peu à la Leonardo DiCaprio dans, c'est quoi déjà Le, le film? Anyway. le loup de Wall Street? Ouais, c'est ça, tu sais. Exactement ce que je cite à chaque fois, en fait, quand je pense à la compétitivité, quand je pense même, quand je parle de culture d'entreprise, euh, Ouais. c'est ce que je cite. C'est intéressant, ça. Ouais, puis tu sais, on dirait que bon, depuis quelques années, puis je sais pas, moi mon intuition c'est que il y a eu tout ce mouvement aussi de visibilité des femmes qui fait que on a commencé à se réapproprier aussi ces concepts-là qui étaient peut-être un peu plus de l'ordre de l'énergie masculine. Exact. Je le partage beaucoup. Pour ma part, je pense, qui a changé, c'est d'être au contact de femmes ambitieuses et de me dire moi-même, bah waouh, j'adore cette femme parce qu'elle est ambitieuse, parce que elle a le courage finalement d'aller d'accomplir ses rêves tout simplement. Et Mhm. au fur et à mesure, et je pense que c'est réellement au contact des autres que le terme ambitieux pour moi est devenu positif. Et oui, on n'est pas obligé d'écraser les autres pour pouvoir réussir. Donc oui. Mhm. Mhm. Ouais, c'est très ouais, englobant comme relation. Exact. Puis pour faire peut-être un parallèle par rapport aussi à toutes ces forces masculines-là, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'investissement, de capital, aussi de richesse, parce que c'est vraiment ça le thème d'aujourd'hui. Je voulais avoir peut-être un petit topo de toi, ta relation à l'argent, ça s'est décliné comment à travers ta vie? Alors, mon rapport à l'argent, c'est quelque chose qui a été vraiment en mouvement. Et je dirais que mon éducation financière, puis je vais en parler, elle s'est faite très tardivement. Hmm. Et quand j'ai eu mon éducation financière, que j'ai eu mon mentor qui m'a fait comprendre ce que c'était que l'argent, eh ben ça a transformé en fait ma vie, ma vision du monde et de ce que je pourrais accomplir. Donc ma vision de l'argent avant, c'était que ce serait difficile pour moi d'en avoir et que dans ma vie, je devrais travailler fort, dur, et que même en travaillant très fort et très très fort, que même là, ce serait difficile pour moi d'en avoir. Donc mon rapport à l'argent, il était plutôt, je dirais, négatif. Pour moi, j'associais même au labeur, au travail, Mhm. à la difficulté. En gros, concrètement, je pensais que j'allais galérer dans la vie. Alors que, paradoxalement, ben, j'avais tous les éléments que je mettais en parallèle pour générer du revenu, des diplômes. Je suis presque surdiplômée, une belle expérience de travail. J'ai rapidement commencé dans de belles entreprises en tant que salariée. Donc, j'avais tout pour moi, en fait, pour pouvoir aller gagner de l'argent, entre guillemets. Mais mon état d'esprit, il ne changeait pas, en fait, en fonction de celle que je devenais. Et un jour, je pense qu'il y a eu comme un choc, en fait, entre celle que j'étais devenue et puis finalement d'où je partais. Et j'avais du mal, en termes d'identité personnelle, à m'y retrouver avec l'argent. Hmm. Jusqu'à ce que dans mon entourage, eh bien, je rencontre des personnes qui me fassent changer petit à petit ma vision que j'avais de l'argent, que ça devient quelque chose, même pas de positif, quelque chose de neutre en fait. L'argent, c'est un Mhm. moyen qui va me permettre d'atteindre mes objectifs, tout simplement. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mauvais non plus. Il n'y a rien de mauvais, pardon, il n'y a rien de bon dans tout ça. C'est juste que c'est un moyen. Donc, mon rapport à l'argent a beaucoup changé. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai tellement compris ce que ça pouvait m'apporter dans ma vie, que ça pouvait m'apporter même vraiment à titre d'individu, même pour mon identité plus tard et ma liberté future, que j'ai envie de rattraper toutes les années où j'avais pas compris
c'est bizarre, en fait, ce sentiment de dire, ben, maintenant, je suis en rattrapage et je vais faire tout ce que je peux faire avec ça. Mhm. Mhm. Puis ce genre de réalisation-là, ces personnes qui sont rentrées dans ta vie, est-ce que c'était vraiment juste des comportements qui t'ont fait réaliser ça ou il y avait vraiment eu des conversations conscientes, des réalisations conscientes autour de, est-ce que c'était par exemple des entrepreneurs ou des gens qui avaient justement beaucoup d'investissements ou qui jouaient avec l'argent dans un certain sens pour le dédramatiser aussi dans un C'est des sens? personnes qui, autour de moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, de dirigeants d'entreprises. Donc, c'est sûr que ça joue, en fait, de voir des personnes qui... Puis moi, j'ai toujours eu cette fibre aussi entrepreneuriale. Mais Mhm. c'est surtout, je pense, beaucoup de discussions, en fait. Beaucoup de discussions sur... euh, J'avais aucune idée de ce qui était possible, en fait. Et là, je veux parler de connaissances, je veux parler d'informations. J'avais réellement le terme éducation et peut-être bon, je n'avais aucune conscience de ce que je pouvais faire, en fait, avec de l'argent. Que finalement, l'argent, je pouvais l'utiliser. Moi, j'avais la vision que l'argent, c'est comme, tu sais, quand tu prends une poignée de sable, là, et puis qui s'en va, en Mhm. fait. Alors que non, ton argent, tu peux non seulement le retenir et l'utiliser. Et c'est juste le fait de comprendre ça, les mécanismes, et puis aussi de le vivre, c'est-à-dire de commencer moi-même à investir et de me dire, ah wow, c'est possible, j'ai accès à ce genre de choses-là. Moi, je ne pensais pas que je pouvais avoir accès aussi à un certain Mhm. nombre de choses, à une certaine richesse matérielle. Donc, une fois que petit à petit, ben, finalement, on commence à avoir une certaine richesse matérielle, ben, on se dit, ben, c'est totalement possible, ben, pourquoi je ne peux pas aller à la prochaine étape? Donc, je dirais que c'est d'avoir des personnes qui sont patientes, bienveillantes, qui ont su m'expliquer, puis c'est aussi de le vivre moi-même. C'est d'aller Mhm. petit à petit, à mon rythme, parce qu'on a chacun notre rythme aussi par rapport à ça. Puis j'ai l'impression que les pas que je fais maintenant sont plus larges, sont plus grands que ceux que je faisais au début, par exemple. Mhm. Puis à quel moment dans ta vie tu t'es considéré que justement tu avais atteint une certaine richesse matérielle, puis là le déclic s'est fait, OK, j'ai réussi à créer ça avec ce changement-là de perspective sur l'argent? Je pense que je l'ai eu au cours d'une discussion où en fait on a évalué finalement ce que ça valait, par exemple, nos biens immobiliers, etc. Puis là, la personne m'a dit, mais tu sais, Joël, c'est quand même beaucoup. Et puis je dis, ben non, mais moi je me considère pas riche. Oui, c'est là, mais c'est pas riche parce que des fois c'est pas palpable en fait. Je pense que c'est de mettre à un moment donné un chiffre sur ce que tout ça vaut, par exemple, et de se dire, ah oui, quand même, c'est peut-être pas le terme riche parce que pour moi la richesse c'est pas le matériel, c'est pas que le matériel, mais la question que je me suis dit, c'est, et si j'arrêtais aujourd'hui, est-ce que ben, finalement, est-ce que je pourrais tout arrêter? Pour moi, c'est ça mon baromètre de me dire que j'ai suffisamment de richesse matérielle, que est-ce que je pourrais avoir mon indépendance financière aujourd'hui si je le voulais? Et d'une certaine façon, donc, en allant le vivre dans un pays, par exemple, où le coût de la vie serait un peu moins élevé qu'au Canada ou en France, par exemple, ben, je pourrais aujourd'hui vivre ma vie, en fait, sans avoir à être obligé de travailler ou aller générer des revenus. Donc à partir de ce moment-là où c'est pour moi ça a été mon critère de me dire, ben oui, tu as une certaine richesse. Si aujourd'hui tu voulais tout arrêter et ne plus travailler, entre guillemets, tu pourrais te le permettre. C'est super intéressant parce que j'ai fait l'exercice récemment aussi avec mon conseiller financier, puis je pense que les gens ne le font pas assez. Puis une chose qu'il m'a dit, que j'ai trouvé, ça m'a vraiment surpris, c'est que, parce que nous aussi, on faisait le mapping de l'indépendance financière, puis tu sais, on faisait la différence entre autonomie puis indépendance, sachant que Ouais. maintenant, genre, on considère que notre ménage, moi puis mon mari, on est autonome financièrement. Donc, on pourrait arrêter euh, d'économiser de l'argent si on voulait, mais on s'en va vers l'indépendance, tu sais, avec les différents investissements qu'on fait, puis aussi, bon, la business, puis tout ça. Mais ce qu'il m'a dit, c'est que moi, je garde, tu sais, j'économise pas tant d'argent que ça, mais il me disait, comparé à la moyenne québécoise ou même canadienne, genre, vous êtes comme dans genre le 2%, là, des gens qui sont capables, genre, d'économiser autant. Puis ça m'a comme vraiment mis en pleine face à quel point les gens ne sont pas conscients de, des,
de ce qu'ils sont en train de créer en termes genre de sécurité aussi financière autour d'eux. Mais c'est vrai, je partage totalement ce que tu dis. Je pense qu'on n'a pas la conscience. Puis souvent, je me suis posé la question de pourquoi on n'avait pas cette conscience. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a cette notion de course après l'argent. Et donc, on court après quelque chose, mais sans réaliser finalement ce que l'on a vraiment créé à l'instant T où on en est. Puis quand certaines personnes regardent, elles regardent en termes de, voilà, j'ai X portes pour des investissements immobiliers, j'ai X argent dans mon compte en banque. Ouais, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la valeur de tout ça? Qu'est-ce que ça signifie aussi? Puis si on le rapporte à notre propre vie, aux rêves, à ce que l'on veut accomplir, je parle de l'être humain globalement, de tout ce qu'on va accomplir dans la vie, ben, à quoi ça correspond ce que tu as aujourd'hui? C'est pas tant un chiffre finalement, c'est pas tant un nombre, c'est finalement qu'est-ce que ça change pour toi foncièrement aujourd'hui dans ta vie? Et le fait de toujours courir après quelque chose, ben finalement, on est toujours tourné vers le futur, mais sans apprécier ce qu'on a actuellement dans le présent. Oui, puis je dirais, puis c'est intéressant parce que ça entrecoupe un peu le travail qu'on fait au niveau business, c'est que il y a la course qui est dans le futur à court terme, mais peu sont ceux qui vont mapper leur vision comme il faut, tu sais, puis qui vont vraiment se dire, ben voici les moves que je veux faire pour arriver à telle chose-là, puis c'est ce degré-là de réflexion, je pense aussi, qui est pas très élaboré chez les gens en général, le vision mapping. Toi, tu as commencé à investir quand même, je sais pas, je dis assez jeune, mais tu sais, tout ça est relatif, mais comment t'es rentré parce que toi, c'est plus l'investissement immobilier qui t'a créé cette sécurité-là financière. Comment t'es rentré dans ça? Comment ça s'est passé pour toi? Alors pour moi, ça a commencé, je dirais, il y a presque une dizaine d'années, où j'ai fait c'était pas un investissement, j'ai fait l'acquisition de mon appartement, tout simplement, de mon condo en France. Et je dirais que ça a été le pire achat que j'ai pu faire parce que, avec la connaissance que j'ai actuellement, je n'aurais jamais fait cet achat-là. C'était entre guillemets, une bêtise. Et pourquoi je l'ai fait? C'est vraiment bizarre. Les gens me disaient, bah Joël, t'as tout, t'as le travail, t'as tout ce qu'il faut, tu voyages, bah pourquoi t'achètes pas? Je dis, bah j'en ai pas besoin d'acheter, j'en ai pas besoin de ça. Je voyais pas l'intérêt pour moi de faire une acquisition. Puis je me suis dit, bon bah, quitte à, de toute façon, c'est le premier poste des dépenses, on doit se loger. Donc je me suis dit, de toute façon, quitte à te loger, autant faire une acquisition. Puis c'est une acquisition que j'ai faite plutôt, voilà, j'ai tant le montant qui est disponible, finalement l'emprunt que je peux faire est de temps. Je vais trouver un logement qui me plaît relativement bien. Il y a un petit jardin, c'est très bien. Et finalement, j'ai fait cette acquisition-là. Mais ça n'a pas été j'avais pas encore eu mon éducation financière. Et en fait, mon éducation financière s'est faite très tardivement. Je suis arrivée à Montréal en 2012 et ça a commencé en 2012, donc c'est très, très récent. Et quand j'ai eu cette éducation, parce que pour moi, c'est ce qui a tout changé, eh bien, c'est là que j'ai compris que les investissements financiers, les investissements immobiliers, pardon, c'est ce qui m'intéressait réellement. Je vois ça presque comme un jeu. Quand j'ai compris, ça m'a vraiment intéressée. Parce que tout ce qui est investissement plus boursier, j'ai encore un petit biais par rapport à ça, je dirais un peu négatif. Alors de me dire, dans quoi j'investis vraiment? Est-ce que, moi je pense toujours aux investissements verts, mais est-ce que c'est vraiment vert? Et j'ai un petit côté encore éthique par rapport à ça, alors que l'immobilier finalement j'affronte pas mes valeurs, ne sont pas en opposition avec mes valeurs fondamentales. Donc c'est ce qui m'intéressait le plus en termes d'investissement, et puis c'était ce qui était aussi ce qui me semblait sécuritaire et à ma portée en fait. Donc je dirais que oui, ça fait pas si longtemps que ça que je dirais que j'ai l'état d'esprit de quelqu'un qui investit. Mais quand je l'ai eu, finalement, j'ai démarré, puis je vais continuer. Puis là, qu'est-ce que tu as fait avec ton premier condo? Tu l'as vendu? Je l'ai vendu. Non, ça valait pas la peine de le garder. Puis quand tu dis que c'était comme une des grosses erreurs, c'était parce que c'était la localisation ou t'avais mal, genre, fait premièrement, c'est parce qu'en arrivant à Montréal, le projet de vie, il a changé. Et je dis toujours que finalement, tout ce qu'on fait, en fait, c'est pour
supporter nos projets de vie, notre vie et d'être bien. Et ça rentrait plus du tout dans les projets que j'avais pour moi et pour mon conjoint. Donc finalement, je me suis séparée de ce logement-là. Mais cette opération, je trouve qu'elle m'a coûté trop cher. Premièrement, j'ai fait une acquisition presque sur un coup de tête. J'aurais pu un peu plus attendre. J'aurais sûrement peut-être trouvé quelque chose qui, comme j'ai pas pensé comme un investisseur, sûrement que j'aurais pas fait cette acquisition de cette acquisition-là. Et puis, en arrivant au Canada avec l'euro et le dollar, etc., gérer un locataire à distance, même s'il y avait une agence pour le faire, j'avais pas envie de ça. Il y a quelque chose qui est important pour moi dans ma vie, c'est de vivre en paix, ou en tout cas d'acheter ma paix. Donc, j'ai préféré acheter ma paix. Et puis aussi de me dire, ici, c'est une page blanche. Je décide pas de redémarrer, mais finalement, c'est un nouveau chapitre de ma vie et je vais le vivre pleinement. Puis je trouve qu'aussi, c'est beaucoup plus facile d'investir dans l'immobilier au Québec, au Canada, que de le faire en Europe. Donc pour moi, je voulais vraiment vivre l'expérience pleinement ici et c'est ce que j'ai fait. Puis là, juste pour spécifier, à cause des prix ou du côté légal, est-ce que c'était au niveau plus procédural? En termes de fait qu'il y a plus d'avantages ici, de Ouais. facilité, le système, premièrement, le système bancaire est totalement différent ici. Cette notion de note de crédit, ça existe pas en France. Et puis, c'est surtout que je me suis rendu compte, le refinancement, cette notion de refinancer le bien, de réutiliser, etc. Donc, finalement, de pouvoir emprunter plus. Ce modèle-là, en fait, il n'existe pas vraiment de la même façon qu'il existe au Québec. Donc, c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'emprunter pour pouvoir investir ici au Québec que de le faire en France. Par exemple, c'était presque inimaginable et encore même parfois quand je parle à certaines personnes que je connais en France, de dire que j'ai fait plusieurs acquisitions immobilières, c'est pas tout le monde en fait qui a cette opportunité ou la chance de pouvoir le faire, même si elles veulent le faire. Par exemple, les frais de notaire sont, c'est exorbitant de mémoire. Je veux pas dire de bêtises, ça fait un petit moment que j'y suis plus. Mais quand on achète dans l'ancien en France, donc des logements qui, je pense, ont plus de 2 ans ou 3 ans, les frais pour le notaire sont de 8% de la valeur du bien. Et ouais, mais avec 8%, ici, on se pose la question, eh oui, mais c'est une mise de fonds ici, à 8%. Donc, ça, c'est même pas la mise de fonds pour acheter le bien, c'est juste la part qu'on donne au notaire, et puis le notaire / gouvernement, entre guillemets. Donc oui, c'est un frein à l'investissement immobilier aussi, parce que il en faut du cash pour pouvoir payer uniquement cette partie-là. Mm-hmm. Puis c'est pas de l'argent qu'on récupère, c'est de l'argent qu'on a juste donné pour la partie notariale. Puis toi, dans ta stratégie, je savais pas tout ça, merci d'avoir spécifié, mais quand t'as fait ton premier achat, mettons, ici au Québec, qui était vraiment axé investissement, est-ce que tu avais déjà acheté aussi ton logement où tu allais vivre, ou tu avais une stratégie, mettons, on loue, mais on investit dans l'immobilier? Alors, ma stratégie, elle était, premièrement, le début de la stratégie, c'était la patience. Le début de la stratégie, c'était de faire un compromis sur le mode de vie. Pas du tout je dirais pas de faire de sacrifice, mais de compromis. C'est-à-dire que c'était très clair. On s'était dit, dans 2 ans, on achète notre premier condo. Et puis, dans ce condo, c'est pour nous, c'est vraiment pour pouvoir y vivre. Une fois qu'on fait ça, eh bien, en fait, on va faire des acquisitions successives assez rapidement. Donc, on se met dedans, on se lance. Nous, on habite dedans. Et ensuite, on fait vraiment de l'investissement immobilier, mais plus pour pouvoir avoir des biens locatifs, en fait. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et puis, la suite, c'est de continuer, en fait. Parce que même lorsque j'ai commencé, je me disais, peut-être on arrivera un jour à acheter un triplex ou un quadruplex. Donc, même mon ambition, ma vision de ce qui était encore possible, elle était limitée. Et puis, je me revois encore un jour dire, si un jour, je pouvais avoir X portes, ce serait extraordinaire. Sauf que finalement, c'était rien. Ce que je pensais être le maximum, c'est rien de ce qui est possible de faire. Et donc, quand je te disais que petit à petit, mes pas, je les vois plus grands, c'est aussi par rapport à mes investissements, je me dis, oui, le prochain investissement, ça pourrait être X portes, rentable, etc., etc. Donc, j'ai commencé petit. J'ai pris mon temps
Et en fait, mes investissements grandissent avec mon état d'esprit aussi. Mm. Est-ce que tu serais game de nous dire combien tu as de portes maintenant ou combien ça a été la croissance de, mettons, tes nombres de condos à travers disons, les dernières années? Ben, dans les dernières années, c'est une acquisition de 6 portes. Et puis là, l'objectif, c'est d'aller, de plus être à 6, de passer à 10 ou 11 portes pour la prochaine acquisition. Et puis au Québec, actuellement, c'est 5 portes. Il y a eu aussi des investissements dans la terre parce que, et qui sont pas forcément au Québec, mais qui sont à l'étranger, euh, pour pouvoir réaliser d'autres projets, puis des projets aussi, mes projets entrepreneuriaux qui s'entrechoquent, qui s'entremêlent à ces acquisitions de la terre, parce que je pense que c'est bien d'acheter, de se dire, ah, je veux un immeuble et je veux ci, mais je pense qu'acquérir aussi de la terre, c'est quelque chose qui est intéressant, qui permet aussi ça me laisse rêver sur des choses que j'ai réellement envie d'accomplir. Et puis, j'ai toujours été aussi intéressée par l'agriculture. Donc, la terre, elle reste dans ma tête d'avoir des terres agricoles aussi. Très nice. Moi, j'ai un rêve, mais j'ai un rêve d'avoir ma maison en Jamaïque. À chaque fois que j'y vais, je suis comme... Mais moi, je suis plus tournée vers l'Afrique. Ouais. Pour la suite, mais finalement, je pense qu'il y a un dénominateur commun entre nos deux rêves, c'est que il y a le soleil, en tout cas. Oui, c'est ça, le soleil est là. Probablement. Non, Donc, c'est très... ouais, Je trouve ouais. que c'est judicieux parce que effectivement, puis on fait juste penser, même si on avait acheté un terrain ici au Québec, Mhm. avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, tu sais, toute l'exode qu'il y a eu vers les chalets puis tout ça, tu sais, c'est fou comment tu sais, ces espaces-là, ces biens-là peuvent prendre de la valeur très graduelle, mais aussi exponentielle si jamais Ouais. il y a comme un événement qui se passe. Tu sais, dans le sens, l'immobilier, c'est quand même assez stable, mais il y a des bulles, tu sais, comme ce qu'on voit aussi à Montréal en ce moment, là. Genre, je sais pas si toi, tes portes sont toutes à Montréal ou elles sont dispersées au Québec, mais je l'ai vu, moi, avec mes propres condos, à quel point on a réussi à, en quelques années, justement, refinancer on n'aurait pas cru faire ce genre de montant-là en si peu de temps, là. C'est impressionnant, en fait. Et je ressens deux sentiments qui viennent de mon passé puis de mon présent. D'un côté, on peut se dire, ah ben, je suis chanceuse, en fait. J'ai encore pu acheter au bon moment. Puis oui, de voir que, par exemple, que certains biens, en l'espace de 2-3 ans, que ça a doublé leur valeur. Moi, mais ça me fait peur, en fait. Ça me fait Ouais. peur. Et puis, j'ai une certaine tristesse parce que je me dis que pour les personnes qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas, je vais pas parler de chance, mais qui ne peuvent pas se permettre de faire des acquisitions, que ça devient difficile, en fait, pour eux. Les loyers, ils augmentent aussi. Mm. Les personnes qui avaient pour ambition, justement, d'avoir des biens, peut-être que ça retarde. Et plus ça retarde, moi, j'ai des personnes dans mon entourage, ça les retarde, en fait, dans leurs Mm. projets. Donc, tu sais, je suis entre deux. Le Ouais, côté t'es chanceuse, mais les autres, ça m'embête. ouais, je suis super d'accord. Puis j'ai même posé la question à mon mari, à savoir, tu sais, c'est quoi ta position par rapport à la gentrification, puis notre rôle là-dedans aussi, tu sais, quand nous on n'achète pas, on n'a pas acheté dans un quartier qui est en gentrification, là, il est déjà très gentrifié. Mais c'est vrai qu'il y a une crise du logement, puis tantôt quand tu parlais de valeurs puis d'éthique, tu sais, je me demandais comment tu le vivais aussi par rapport à le fait que tu es propriétaire puis qu'il y a quand même cette perception d'une différence, là je dirais pas nécessairement de classe, mais de Non, je comprends richesse, ce que là, tu tu sais, dis. on va le Je dire, là. comprends ce que tu dis, Tatiana. Mais écoute, moi, j'aime bien avoir conscience de ce que je fais. Mes valeurs sont très, très, très importantes, vraiment, dans les actions au quotidien. Et il m'arrive vraiment, juste en me baladant ou en rentrant dans une boulangerie ou une épicerie, de me dire, waouh, je vois le changement, en fait. J'ai conscience du changement, de ce qui se passe d'année après année.
notamment parce que j'ai 2 acquisitions qui sont à Hochelaga et Mhm. Hochelaga Maisonneuve, pardon, et ça se gentrifie, mais c'est un rythme accéléré. Et souvent, je me dis, waouh, mais moi, j'y participe en fait, j'y contribue. Qu'est-ce que je peux faire en fait pour changer ça? Mais la machine, ça me dépasse. Moi, je suis juste, je sais même pas si je suis un maillon de la chaîne ou dans les rouages. Je suis un grain de sable en fait dans tout ça. Mhm. Et bah, les acquisitions sont faites, elles sont faites, donc je ne vais pas non plus, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, de toutes les façons, il y aura un propriétaire pour les biens. Et je me pose réellement cette question parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, ben je me dis, je vois qu'il y a des personnes qui vont pas pouvoir suivre, que Hochelaga Maisonneuve, je suis persuadée que dans quelques années, ben, il y a des personnes qui n'auront pas le choix de s'en aller. Alors moi, en tant Mhm. que propriétaire avec mes locataires, par contre, mes valeurs, je les oublie pas. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour mes locataires, que je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Je, j'ai déjà eu beaucoup les larmes aux yeux, j'ai déjà pleuré en regardant des reportages sur ce qu'on appelle des vendeurs de sommeil qui donnent des logements insalubres à leurs Mhm. locataires, des personnes entassées qui se trouvent avec des troubles respiratoires. Et pour moi, c'est inconcevable d'être une personne comme ça. Donc, je peux juste vivre avec mes valeurs. Et puis, je me dis, je devrais pas non plus être en conflit de vouloir aussi avoir une richesse matérielle, avoir un certain confort de vie. Je devrais pas vivre dans cette culpabilité-là. Mais par contre, j'ai eu une phase de culpabilité que j'ai dépassée parce que j'ai compris que j'avais le droit aussi de m'enrichir, en fait, à tous les niveaux qui sont importants pour moi. Et ça passe par la richesse matérielle. Ouais, puis le fait, moi je me dis toujours, plus on est capable, puis en tout cas, il y a plein de choses qui me viennent en tête là, plus on est capable de créer de la richesse pour nous-mêmes et surtout en tant que femme. Puis parce que ça a été prouvé, il y a des recherches qui disent que quand une femme fait de l'argent, elle va le partager à sa communauté, elle va créer genre des structures sociales pour redonner parce que il y a ça, genre il y a ça dans notre désir d'équité, je dirais. Puis j'entendais ça, je sais pas si tu connais Rachel Rogers, Mhm. puis tu sais c'est vraiment son discours autour de la création de richesse des femmes, puis même la création, même et surtout la création de richesse chez les femmes qui sont des femmes noires, des femmes genre de d'autres structures genre de privilèges, mettons. Et j'ai l'impression que ça serait tellement le genre de choses qu'on ferait que si, à un certain moment, ben là, avec un certain argent, on pourrait créer des logements plus, tu sais, des logements sociaux ou travailler pour rendre les quartiers plus abordables, des choses comme ça. Mais pour ça, il faut créer d'abord la richesse dans le système dans lequel on est. Exact. Puis je pense que j'aime le point du fait que oui, c'est sûr qu'on va finalement réinvestir socialement, qu'on va donner une partie de la richesse qu'on aura reçue et puis qu'on n'est pas obligé de donner cette richesse-là sur le même modèle qu'on a reçu. Donc c'est pas parce que j'ai fait de l'argent que c'est de l'argent que je dois donner. Ça Mm-hmm. peut soi-même être donner une éducation financière, ça peut être aider des entrepreneurs, ça peut être aider la communauté noire par exemple. Moi, je sais qu'une des missions avec mon entreprise c'est de supporter ma communauté. Oui, c'est sûr ouais, je pense que c'est un bon point que tu abordes là. Et c'est comme ça aussi que je vois le futur, c'est de pouvoir, et même pas le futur, mon présent, c'est pouvoir Mm-hmm. de donner à ma façon. Je pourrais peut-être pas changer le monde, j'ai accepté ça, mais je pourrais changer tu sais, mon petit écosystème et en faire quelque chose de beau. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense on peut pas changer le monde, mais on change notre monde. Tu sais, Totalement. on change le monde dans lequel on évolue, dans le temps dans lequel on est, etc. Tant qu'on le fait dans la conscience. Ce qui mène à peut-être ouvrir la conversation de la richesse à ce que d'avoir tout ce je vais l'appeler un parc immobilier, ou du moins les plusieurs portes que tu as, tu sais, cette richesse immobilière-là qui t'a rendue indépendante financièrement. Ça t'a permis aussi de réduire le stress autour de d'autres opportunités que tu voulais poursuivre, dont ton entreprise, n'est-ce pas? Exactement. Puis moi, j'ai bien aimé cette notion d'autonomie, puis indépendance. J'irai regarder, peut-être que je suis dans l'autonomie, je verrai ça. Merci, Mm-hmm. Tatiana.
ça m'apporte quelque chose aujourd'hui. Je dirais que pour moi, en fait, avoir commencé par quelques acquisitions immobilières, ça a été de mettre mes fondations. Donc, me dire, OK, mets une fondation, commence par ça. Donc, j'étais au début avec un type d'activité. Donc, je dirais, j'étais une consultante, donc indépendante. J'avais mon entreprise incorporée, mais plutôt avec un modèle monoclient. Donc, un client principal, et puis je travaillais avec lui de 6 mois à 2 ans, 3 ans. Et je me suis dit, utilise cet argent que tu as, ces revenus qui finalement sont des revenus très généreux pour pouvoir mettre ta fondation, je dirais, financière. Et ensuite, tu sais que tu veux être une vraie entrepreneur, tu pourras pivoter finalement ton entreprise. Et puis, j'avais pas le choix parce que ça venait me chercher de l'intérieur d'aller faire quelque chose qui me permettait de m'accomplir et d'accomplir ma mission de vie. J'avais pas l'impression de, quand je te disais, tu sais, tout à l'heure, de vouloir avoir un écosystème où j'aide des personnes et que j'ai l'impression de faire quelque chose de bien dans ce monde, j'avais pas l'impression d'en faire suffisamment. Donc, en ayant mis ces fondations-là en termes d'immobilier, de me dire c'est que la première étape, j'ai pu, moi, ensuite, aller pivoter, puis me lancer dans tout ce qui est l'accompagnement avec le coaching. Tu sais ce que je fais, d'accompagner donc des dirigeants d'entreprise à finalement naviguer sereinement dans la croissance et dans le développement de leur entreprise. Donc oui, pour moi, quand je disais que l'argent, ou en tout cas faire de l'argent, je ne sais pas, investir, doit supporter quelque chose, c'est réellement pour supporter ma vie et aussi enlever ce stress de me dire, ah ben si je démarre mon entreprise, j'ai pas du tout d'argent, je voulais pas avoir ce stress-là. Comme je t'ai dit aussi, j'achète ma paix. Donc j'ai acheté ma paix pour démarrer en tant que vrai entrepreneur, en ayant suffisamment d'épargne pour lancer vraiment l'entreprise avec mes valeurs à mon image, et aussi en ayant ma fondation en termes de petit parc immobilier, parce qu'il est petit encore pour le moment, et de continuer à avoir des pas qui deviennent de plus en plus grands. J'ai deux questions, une technique puis une qui est plus pour ouvrir la conversation aux autres. La première, c'est est-ce que quand tu as acheté ton premier investissement immobilier, après ça, le deuxième a été acheté avec les revenus que tu avais fait sur la location ou par un refinancement? Alors, ni l'un ni l'autre. En fait, le premier, c'était pour vivre chez nous, donc c'était notre résidence principale. Le deuxième, on l'a financé avec... en fait, je l'ai financé avec les revenus de mon activité, de mon entreprise finalement. Okay. Donc, je générais suffisamment de revenus pour dire, OK, ces revenus-là, je les prends pour avoir la mise de fonds qu'il faut, puis de pouvoir acheter un autre bien. Et les autres, c'est exactement finalement la même chose. Ce qui se passe maintenant dans le modèle, c'est que les biens ont pris tellement de valeur dans on vient de dire une période très très courte, que là, maintenant, on part en réel refinancement, avec du refinancement. Est-ce que tu en as vendu entre-temps? Aucun. OK. Parce que ça, c'est... À part en France, pardon. Mais pas pardon? Ici. À part celui en France, oui. Ouais. Parce que je parlais de ça avec aussi mon conseiller, parce qu'on parlait aussi de toutes les autres types de financement, d'investissement, tu sais, comme là, je regarde beaucoup tout ce qui se passe au niveau des NFT, tu sais, les crypto-monnaies, les biens, genre, qui sont digitaux. Moi, je viens d'acheter de l'art aussi. Et il disait, puis tu sais, on peut investir aussi dans des entreprises non cotées, puis il y a tout un tas de façons d'investir. Mais la chose qui est que moi j'ai réalisé avec mon bien, j'en ai juste un investissement immobilier, mais c'est que pendant la pandémie, la grosse question pour moi, c'est est-ce que je vends ou je vends pas? Puis pendant un temps, je pensais vendre parce qu'on savait pas ce qui allait arriver. Puis là, mais c'est ça la grosse game aussi de l'investissement, c'est que on est dans le spéculatif jusqu'à ce qu'on cash in dans un sens aussi, puis que l'argent se matérialise. Fait que tu sais, on est tout le temps dans la tension de c'est quand le moment de vendre aussi pour réinvestir dans d'autres choses ou tu sais d'être au courant de ça. Est-ce que tu suis un peu, tu sais, mais l'immobilier en même temps c'est une stratégie long terme aussi. Ouais, totalement, mais ça n'empêche pas que tu vois par exemple, moi durant la pandémie, ça a été plutôt de se dire ok.
où on peut faire nos investissements immobiliers ailleurs qu'à Montréal parce que c'est sûr que ça augmente tellement vite que finalement, Ouais. on voudrait avoir des opportunités ailleurs. Mais l'idée est venue de se dire, c'est peut-être le temps de racheter une entreprise, en fait, de faire un Mhm. rachat d'entreprise parce que pour moi, c'est aussi quelque chose que j'ai en tête. Je trouve ça, parce que c'est pour le défi, au fait. Moi, j'aime les Oui. défis. Donc, le défi de racheter une entreprise et finalement de partir avec une base, avec cette entreprise et d'aller la transformer. Donc, tu vois, c'est plus le côté entrepreneurial qu'il y a aussi derrière, mais aussi parce que c'est une bonne affaire de racheter. Donc, l'année dernière, je dirais qu'on a beaucoup regardé, cette année plutôt, regardé les entreprises plutôt qu'on pourrait racheter, etc., en attendant de pouvoir refaire soit d'autres investissements immobiliers ou de refaire les montages, etc. Donc, je pense que ce qui se passe pour moi, en tout cas, c'est la connaissance. Tu vois, cette connaissance et cette curiosité aussi de se dire, OK, j'en sais un certain nombre de choses, mais donc, comment je peux aller diversifier et maintenant ne pas rester que dans l'immobilier? Est-ce que c'est avec le rachat d'une entreprise? Mais rapporter toujours à ce qui m'alimente moi en termes d'individu qui me fait du bien. J'ai envie d'acheter des choses parce que, par exemple, racheter une entreprise, ça va s'inscrire dans mon aventure entrepreneuriale que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre plein de choses diverses et variées. Alors, tu sais, Tatiana, je pense que c'est un peu, je suis un peu une touche à tout. Et ça se voit sûrement dans la façon dont j'ai aussi envie d'investir. J'ai envie que ce soit une aventure. Autre chose, c'est que moi, je me rends compte qu'actuellement, j'ai pas besoin, c'est bizarre à dire, mais j'ai pas besoin d'argent. J'ai pas des goûts ultra luxueux où j'ai envie de dire à court terme, j'aimerais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et pour pouvoir le dépenser. Et finalement, je suis pas pressée. L'argent, je sais même pas si c'est l'argent qui m'attire ou c'est de dire, je sais l'utiliser maintenant, alors c'est comme presque un jeu. Je vais aller au bout des choses. Puis à la fin, quand je serai fatiguée de tout ça, je pourrais m'arrêter, puis je pourrais jouir des fruits ou récolter les fruits que j'ai semés, puis me poser et vivre ma vie, voyager ou j'en sais rien. Mais pour le moment, j'ai envie de vivre cette expérience-là. Donc c'est bizarre mon rapport à l'argent. Il n'est pas tant pour l'utiliser, de le dépenser, mais de l'utiliser. Je suis tellement d'accord avec toi, puis je pense qu'on connecte vraiment à ce niveau-là parce que pour moi, l'argent, c'est le fun, tu sais. Mm. C'est comme, c'est presque un... Ça sonne bizarre. C'est pas ça que je veux dire. J'allais dire c'est presque un hobby, mais dans le sens, c'est que réfléchir à comment justement l'utiliser, comment le faire fructifier, comment découvrir à travers ça des nouvelles choses à propos de nous, mais à propos aussi du monde, c'est tellement fascinant et intéressant, tu sais. Puis je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis par rapport au rachat d'entreprise, à cette aventure-là. Et je pense que c'est probablement la clé de ce qui amène les gens à ne pas investir ou à ne pas se lancer. C'est cette peur ou pas cette peur, mais cette vision que l'argent est statique, tu sais. Mm-hmm. Puis que c'est un stress. Mais je comprends que c'est un stress parce que, tu sais, on a besoin d'argent pour vivre, des choses comme ça, mais dès qu'on comprend qu'on est capable de générer de la valeur, puis on n'est pas obligé de la générer, tu sais, nous, on a toutes les deux une entreprise, mais elle peut être générée de différentes façons, là, tu sais, comme il suffit d'être un peu créatif pour vraiment bien comprendre les opportunités qui s'offrent à nous et être willing d'aller dans cette game-là. Fait que, est-ce que tu aurais peut-être, mettons, comme dernière question pour toi, je sais pas moi, des pistes ou des ressources ou même genre des changements de mindset pour quelqu'un qui voudrait commencer à réfléchir à sa richesse d'un point de vue plus global, plus long terme, plus visionnaire? Je dirais qu'avant de penser à comment on va investir ou l'argent ou à penser à l'argent d'un point de vue monétaire, donc c'est de travailler soi-même son rapport à l'argent, de voir si on est à l'aise avec ça. Est-ce qu'on a des blocages par rapport à l'argent? Et ça peut être... alors, je veux pas vendre du coaching parce que je fais du coaching, mais il y a différents moyens. Ça peut être avec un mentor, ça peut être avec du coaching, de se faire accompagner par rapport à son rapport à l'argent, de régler en fait le problème. Réellement, si c'est un problème, de le régler, c'est le premier point. Après, je dirais aussi d'avoir cette éducation, de comprendre comment on peut utiliser l'argent.
Donc, ça peut être avec des lectures, ça peut être par des podcasts, ça peut être aussi un mentor ou des gens qui sont passés par là. On parlera jamais assez du réseautage, mais d'avoir aussi des personnes dans son réseau sur lesquelles on peut se baser, se référer. C'est important parce que c'est stimulant de voir des gens qui l'ont fait. Pour eux, des fois, ça paraît rien, mais non, quelqu'un qui a déjà fait un pas, il peut te l'expliquer, puis ça peut te permettre de dire, ben oui, moi aussi, je suis capable. Moi, franchement, je suis partie de rien, et petit à petit, ben, j'avance dans la vie. Ça, je dirais que et puis c'est de commencer, d'avoir de la patience, de commencer petit s'il le faut, et d'avoir de la patience. D'un point de vue de l'individu, c'est un point aussi qui est important, c'est de savoir qui on est. Quand tu parlais de valeur, de savoir ce que l'on vaut. Peut-être que pour faire sa mise de départ, peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas si bien payé que ça. Donc, comment on fait pour faire sa mise de départ? Donc, je dirais, c'est de bien préparer sa fondation avant de commencer et d'investir. Pourquoi? Pour ne pas, après, courir après l'argent. Pour ne pas rater des opportunités parce que notre rapport avec l'argent, il est toujours pas réglé. Pour ne pas finalement l'utiliser à bon escient et de la bonne façon, parce qu'au début, en fait, on part un peu bancal. Pour moi, c'est vraiment de se préparer avant et d'avoir de la patience. Si on n'a pas beaucoup au début, ben, d'aller acheter petit à petit, par exemple, si c'est dans l'immobilier. Oui, puis d'être prêt à faire, puis là, je vais te dire le mot sacrifice, mais moi, je me rappelle ma mise de fonds. Moi, j'étais pas avec personne, j'avais pas de chum dans le temps, puis j'étais à l'université, puis j'habitais dans un 5,5 avec 2 autres colocs, et c'est comme ça que petit à petit, en faisant, tu sais, c'était du hustle, là, tu sais, c'était comme d'accumuler ma mise de fonds, mais vu que j'avais cette vision-là, c'est comme à tel âge ou à tel moment, je veux acheter mon condo. Tu sais, je savais que l'énergie que je mettais à faire ça allait me revenir, tu sais, allait revenir pour ce projet-là. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste, encore une fois, comme tu dis, commencer petit, mais aussi avoir cette vision-là de où on veut aller. Puis savoir que c'est possible pour nous. Exact, je suis totalement d'accord avec toi. C'est que si tu sais que c'est possible pour toi, que tu le vois, puis quand je dis voir grand, en fait, grand, c'est tout est relatif. Hein. Grand pour moi, c'est pas grand pour un autre. Mais moi, j'aime cette notion de faire des compromis, c'est-à-dire que tu peux pas tout avoir. C'est des choix. On choisit. Pour ma part, un peu comme toi, j'ai choisi de pas vivre dans un palace, mais de préparer ma mise de fonds. Mais j'ai pas fait de sacrifice. J'ai pas sacrifié ma paix, j'ai pas sacrifié ma vie. Ça m'a pas empêché de faire. J'ai moins voyagé, par exemple. Par exemple, je ne fais pas de sacrifice sur la qualité de la nourriture. Je n'ai pas renoncé à manger de la nourriture de qualité. Mais j'ai fait des compromis sur certaines choses. Moi, j'habite à 2 pas d'un métro. Ben, j'habitais plus à 2 pas d'un métro, mais peut-être à 4 pas d'un métro. Je savais pourquoi je le faisais et la durée durant laquelle je le ferais. Je savais que c'était, par exemple, pour 2 ans que j'allais vivre de telle et telle façon, mais sans sacrifier finalement le plaisir que je peux avoir dans la vie, mais en faisant des compromis. Tout à fait, tout à fait. C'est super. Quelle belle conversation, Joëlle. Merci beaucoup de toutes ces réflexions, de toutes ces inspirations aussi que tu, encore une fois, j'aurais tellement de choses à te parler parce que j'ai une amie aussi qui est très successful. Elle est PDG d'une entreprise très, très intéressante, mais qui cherche aussi l'achat à racheter une entreprise. Puis je me dis, on devrait se faire on devrait se faire un meet-up. Mais avec plaisir, avec tout ça. Avec plaisir. Tu sais, moi, j'ai dans mon entourage une amie qui est brillante, c'est une directrice financière. Et quand on a commencé à regarder, à se pencher sur ça, je peux te dire que les bilans et les chiffres, elle les regarde. C'est comme si elle regardait une série Netflix, quoi. En 2 minutes, elle te dit, bah là, je vois qu'il y a c'est impressionnant. C'est son domaine. Mais ce que je veux dire, tu vois, dans nos réseaux, on a des personnes qui peuvent nous y aider à aller plus loin et contribuer à nos projets. Donc, pourquoi pas, moi, je suis prête à faire le meet-up avec plaisir. Je dis ça comme ça, mais dans le sens que c'est ça, il faut reach out. Puis je trouve ça le fun de parler de ce genre de choses-là avec d'autres femmes. Moi, c'est comme, faisons un tea party, puis parlons juste de comme les investissements qu'on veut faire. Il est temps, Tatiana, que ça change et qu'on parle aussi de ce sujet-là, qu'on se permette. Et c'est peut-être parce que j'ai peut-être pas entendu tant de femmes aussi en parler avant.
c'est que je me suis dit, peut-être que j'avais pas l'impression que ça existait pour moi aussi, j'en sais rien, je vais pas revenir à toute ma vie, mais plus des femmes en parleront, seront à l'aise de parler des mêmes sujets, entre guillemets, que les hommes, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, parlons-en. Absolument. Merci, Joëlle. Où on peut te trouver? Où tu préfères que les gens soit consomment ton contenu ou regardent ce que tu as à offrir? C'est quoi tes plateformes préférées? Alors, où je suis la plus active, c'est définitivement sur LinkedIn. Donc, sur mon profil, Joëlle Manlius, vous me trouverez facilement. Puis, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger sur le sujet. Super. Je vais mettre le lien vers ton, Merci. Vers ton LinkedIn. Et puis, est-ce que tu as un site web en ce moment? Oui, c'est vrai, je dis des bêtises. Je ne parle même pas de mon site web. Mon site web, c'est très simple, c'est joellemanlius.com. C'est tellement moi que j'oublie de le mentionner. Merci, Tatiana. Derrière, je vais mettre la lumière sur ce que tu fais. Merci beaucoup, merci. Salut les ambitieuses. J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!